La pluie tombait depuis 3 heures d'affilée quand les coups résonnèrent. Il était passé 23 heures et Antoine Dubois sécurisait un volet déplacé sur le porche arrière de sa petite maison à Saint-Germain-en-Laye. Son fils de 9 ans, Thomas, dormait déjà à l'étage, enveloppé dans ses couvertures, avec une lampe de poche à côté de son lit au cas où l'électricité sauterait à nouveau. L'orage avait déjà coupé l'électricité 2 fois. Quand Antoine entendit les coups, urgents et désespérés contre sa porte d'entrée, il attrapa la lampe torche du comptoir de cuisine et traversa le couloir sombre. Il ouvrit la porte pour trouver une femme qu'il n'avait jamais adressé la parole, mais qu'il reconnut immédiatement. Isabelle Laurent se tenait sur son porche, trempée à travers son manteau coûteux, serrant une petite fille contre sa poitrine. L'enfant avait peut-être 7 ans, frissonnante, son visage enfoui dans l'épaule de sa mère. La voix d'Isabelle se brisa quand elle parla. Elle demanda si elle pouvait entrer, juste jusqu'à ce que l'orage passe, juste pour quelques heures. Elle dit que sa fille avait froid. Antoine regarda les petites épaules tremblantes de la fillette et s'écarta sans un mot. Il ne les invita pas à entrer à cause de qui était Isabelle. Il les invita à entrer à cause de la peur dans les yeux de cet enfant. Cette histoire prouve qu'un cœur généreux peut défier le pouvoir et l'argent, et qu'une simple porte ouverte par une nuit d'orage peut changer 4 vies à jamais. Si vous êtes prêts pour cette histoire de protection, de courage face à l'adversité et d'amour né de la tempête, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Antoine Dubois avait vécu à Saint-Germain-en-Laye toute sa vie. Il était né dans le même hôpital où sa femme était morte 7 ans plus tôt, 3 semaines après avoir donné naissance à Thomas. Elle s'appelait Marie et elle était le genre de personne qui faisait sentir à chacun qu'il comptait. Marie enseignait au CE1 à l'école primaire et passait ses étés comme bénévole au refuge pour animaux. Elle avait développé des complications que personne n'avait vu venir et quand les médecins avaient réalisé que quelque chose n'allait pas, il était déjà trop tard. Antoine avait 29 ans, tenant un nouveau-né dans un bras et signant les papiers pour les funérailles de sa femme de l'autre main. Le chagrin avait été si total, si complet, qu'il oubliait parfois comment respirer. Il ne s'était jamais remarié. Il n'avait même jamais eu de rendez-vous. Les gens de la ville essayaient de l'arranger avec des mères célibataires et des voisines veuves, mais il déclinait toujours avec un sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux. Il s'était jeté dans l'éducation de Thomas et la construction de sa petite entreprise d'électricité, prenant des emplois dans la ville, réparant le câblage dans les vieilles maisons, installant des ventilateurs de plafond, remplaçant les panneaux désuets dans des bâtiments qui n'avaient pas été mis à jour depuis l'époque de son grand-père. Il était bon dans son travail, fiable, silencieux. Les gens de Saint-Germain lui faisaient confiance parce qu'il se présentait quand il disait qu'il le ferait et ne surfacturait jamais. Il vivait dans la maison que ses parents lui avaient laissée, un pavillon à 2 étages avec un porche qui avait besoin d'être repeint tous les quelques années et un chêne dans le jardin que Thomas aimait grimper. Il ne voulait plus grand-chose de la vie. Il voulait que Thomas soit en sécurité et en bonne santé et grandisse en sachant qu'il était aimé. Il voulait dormir toute la nuit sans rêver de l'hôpital, du visage pâle de Marie contre les draps blancs, de la façon dont sa main était devenue molle dans la sienne. Isabelle Laurent était l'opposé de tout ce qu'Antoine représentait. Elle était la PDG de Laurent Industries, une entreprise manufacturière que son grand-père avait fondée 60 ans plus tôt, quand Saint-Germain-en-Laye était encore une communauté agricole avec des routes en terre et un seul magasin général. L'entreprise employait près de 400 personnes dans la région et avait des contrats avec des fournisseurs automobiles à travers l'Europe. Isabelle avait pris la relève 5 ans plus tôt après l'AVC de son père, entrant dans une salle de conseil pleine d'hommes qui la connaissaient depuis qu'elle était une enfant en couette et ne croyaient pas qu'elle puisse les diriger. Elle avait prouvé que chacun d'eux avait tort. Sous sa direction, l'entreprise avait augmenté son chiffre d'affaires de 40%. Elle avait modernisé les installations de production, mis en place de nouveaux protocoles de sécurité et négocié des contrats qui sécurisaient les emplois pour la prochaine décennie. Mais rien de tout cela n'importait ce soir.
Ce soir, Isabelle était juste une mère essayant de garder sa fille en sécurité. Sa fille de 7 ans, Emma, dormait quand Isabelle prit la décision de partir. La petite fille avait les cheveux sombres de son père et le menton obstiné de sa mère. Elle aimait les chevaux et détestait les brocolis et posait des questions sur tout. Isabelle avait enveloppé Emma dans une couverture et l'avait portée jusqu'à la voiture, conduisant à travers l'orage sans destination claire, juste le besoin désespéré de s'éloigner. Son ex-mari Julien avait appelé toute la journée, laissant des messages qui sonnaient calmes en surface, mais portaient des menaces en dessous. Il volait de Paris. Il voulait discuter de l'arrangement de garde. Il voulait voir sa fille. Isabelle savait ce que cela signifiait. Cela signifiait des avocats et des enquêteurs privés et des dates de tribunal qui s'étalaient sur des mois. Cela signifiait qu'Emma serait tiraillée par 2 personnes qui étaient censées l'aimer plus que leur propre orgueil. À l'intérieur de la maison d'Antoine, le contraste entre les 2 adultes était saisissant et immédiat. Isabelle se tenait dans le couloir, dégoulinant d'eau sur le parquet, son manteau de créateur ruiné, ses cheveux coiffés avec soin plaqués contre son visage comme des algues. Elle paraissait plus petite qu'elle ne le faisait dans les photographies qui paraissaient dans le journal local, où elle était toujours montrée debout, grande, derrière un podium ou serrant la main de personnes importantes. Ici, dans la lumière tamisée du couloir d'un étranger, elle avait l'air épuisée d'une façon qui n'avait rien à voir avec leur. Les cernes sous ses yeux parlaient de semaines sans sommeil approprié. La tension dans ses épaules suggérait des muscles qui avaient oublié comment se détendre. Antoine apporta des serviettes de la salle de bain et en tendit une à Isabelle sans commentaire. Il s'agenouilla devant Emma et lui parla doucement, sa voix douce d'une façon qui surprit Isabelle. Il demanda si elle voulait du chocolat chaud. La petite fille regarda sa mère pour permission avant de hocher la tête. Et il y avait quelque chose dans ce geste, cette recherche d'approbation avant d'accepter la gentillesse, qui fit se serrer la poitrine d'Antoine. Pendant qu'Antoine chauffait du lait sur la cuisinière à gaz, ajoutant de la poudre de chocolat et une pincée de cannelle comme Marie le faisait, il pouvait entendre du mouvement à l'étage. Thomas apparut dans l'escalier quelques minutes plus tard, se frottant les yeux, son pyjama froissé par le sommeil, ses cheveux dressés dans tous les sens. Il vit Emma assise à la table de cuisine et s'arrêta, traitant ce développement inattendu, avec l'expression sérieuse qui rappelait toujours Marie à Antoine. Puis il demanda si Emma voulait voir sa collection de cartes de football. En 10 minutes, les 2 enfants étaient assis sur le sol du salon, triant des boîtes en carton de cartes tandis que l'orage faisait rage dehors. Ils riaient de quelque chose, leur voix se mêlant au son de la pluie contre les fenêtres. Isabelle les regardait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, avec une expression qu'Antoine reconnaissait. C'était le regard d'un parent qui avait oublié ce que le normal ressemblait, qui avait été si consumé par la crise que les moments ordinaires semblaient miraculeux. Isabelle parla finalement quand les enfants furent occupés. Elle s'excusa d'être venue sans prévenir. Elle dit qu'elle ne savait pas où aller d'autre. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient autour de la tasse de café qu'Antoine avait placée devant elle. Antoine lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, mais Isabelle semblait avoir besoin de parler, besoin de libérer la pression qui s'accumulait en elle depuis des mois. Elle lui raconta qu'elle et Julien avaient divorcé 2 ans plus tôt. Le mariage était fini depuis bien plus longtemps, maintenu ensemble par des partenariats commerciaux et des obligations sociales, et l'espoir naïf qu'avoir un enfant réparerait ce qui était cassé entre eux. Julien venait de l'argent ancien, l'argent de Paris, le genre de richesse qui supposait pouvoir acheter n'importe quoi, y compris la loyauté. Il n'avait pas voulu le divorce. Il n'avait pas voulu perdre l'accès à la fortune de la famille Laurent, les connexions, le prestige d'être marié à une femme dont le nom était sur les bâtiments et les galas de charité. La bataille de garde avait été brutale. Des avocats qui facturaient 800 € de l'heure. Des dépositions qui duraient des jours.
Des enquêteurs privés qui fouillaient les poubelles d'Isabelle et la photographiaient, quittant le travail à minuit. L'équipe de Julien avait essayé de la dépeindre comme une mère absente, trop concentrée sur sa carrière pour élever correctement un enfant. Ils avaient fait venir des experts pour témoigner de l'importance de l'influence paternelle. Ils avaient questionné la santé mentale d'Isabelle, suggérant que son dévouement à l'entreprise était en fait une obsession qui frôlait la pathologie. Isabelle avait gagné la garde principale, mais la victoire avait semblé creuse. Julien avait des droits de visite et il utilisait ces droits comme levier depuis, menaçant de la ramener au tribunal, prétendant qu'elle était une mère inapte parce qu'elle travaillait trop d'heures, parce qu'elle voyageait pour les affaires, parce qu'elle avait une fois manqué le spectacle scolaire d'Emma à cause d'une réunion qui avait duré tard. Ce soir, quelque chose avait changé. Julien avait appelé pour dire qu'il venait à Saint-Germain en avance. Il n'était pas censé arriver avant la semaine prochaine. Isabelle avait entendu quelque chose dans sa voix qui l'effrayait. Une satisfaction froide qui suggérait qu'il savait quelque chose qu'elle ne savait pas. Elle avait pris Emma et s'était enfuie. L'orage continua toute la nuit. La pluie cinglait les fenêtres comme des poings en colère, exigeant l'entrée. Antoine vérifia les enfants toutes les heures, marchant sur la pointe des pieds à travers le parquet qui craquait avec un silence pratiqué. Il s'était endormi sur le sol du salon, entouré de cartes de football et des couvertures qu'Antoine avait descendues du placard à linge. Emma avait son pouce dans sa bouche, une habitude qu'Isabelle essayait de faire perdre. Thomas avait un bras jeté protectivement sur un oreiller, de la même façon qu'il dormait dans son propre lit. En les regardant ensemble, leurs petits corps recroquevillés l'un vers l'autre comme des plantes cherchant la lumière, Antoine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Isabelle s'était déplacée vers le canapé où elle était assise fixant son téléphone, attendant qu'il sonne ou ne sonne pas, incertaine de ce qui serait le pire. Vers 2 heures du matin, une voiture passa lentement devant la maison. Isabelle se redressa, tout son corps rigide de peur. Antoine regarda par la fenêtre alors que les phares balayaient la cour avant, illuminant l'herbe trempée par la pluie et la vieille boîte aux lettres qui avait besoin d'être remplacée. La voiture ne s'arrêta pas. Elle continua dans la rue et tourna au coin dans l'obscurité, mais le mal était fait. Les mains d'Isabelle tremblaient à nouveau. Elle dit à Antoine que Julien avait des gens qui travaillaient pour lui, des enquêteurs, des hommes qui découvraient des choses, des hommes qui suivaient les gens et photographiaient les plaques d'immatriculation et traçaient les achats par carte de crédit. Antoine lui demanda directement ce dont elle fuyait. Isabelle le regarda longuement, pesant combien révéler à cet étranger qui avait ouvert sa porte sans question. Puis elle répondit honnêtement. Elle dit qu'elle fuyait un homme qui ne l'avait jamais frappée, mais l'avait rendue effrayée de chaque ombre. Elle fuyait un système juridique qui traitait la richesse comme preuve de bons parents. Elle fuyait la possibilité qu'elle puisse perdre sa fille au profit de quelqu'un qui voyait Emma comme une possession plutôt qu'une personne, un trophée à gagner plutôt qu'un enfant à aimer. Antoine pensa à son propre fils dormant sur le sol à 3 mètres. Il pensa à ce qu'il ferait si quelqu'un essayait de lui enlever Thomas. Si des avocats et des juges et des hommes en costume coûteux décidaient qu'il n'était pas apte à élever son propre enfant. Il pensa à la vie tranquille qu'il avait construite dans les 7 ans depuis que Marie était morte. La distance délibérée qu'il maintenait de tout ce qui était compliqué ou dangereux, les murs qu'il avait construits autour de son cœur pour empêcher le chagrin de le noyer. Puis il regarda le petit visage d'Emma, paisible dans le sommeil, ses joues encore rougies d'avoir pleuré plus tôt, et il prit une décision. Il dit à Isabelle qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle en avait besoin. Il lui dit que le canapé se dépliait en lit. Il lui dit qu'il y avait de la nourriture dans le réfrigérateur et des serviettes propres dans la salle de bain et un verrou sur la porte d'entrée qu'il vérifierait 2 fois avant d'aller dormir. Isabelle commença à pleurer. Pas des sanglots bruyants, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage comme la pluie dehors. Elle chuchota. « Merci. »
Antoine hocha la tête et monta vérifier les fenêtres pour lui donner de l'intimité avec ses larmes. Le lendemain matin se leva gris et humide. L'orage réduit à une bruine régulière qui peignait le monde en nuances d'argent. Antoine préparait des crêpes quand Thomas entra dans la cuisine, portant encore son pyjama, ses pieds nus contre le sol froid. Le garçon s'arrêta dans l'embrasure de la porte, se souvenant soudain qu'il y avait des invités dans la maison. Il regarda son père avec une question dans les yeux, le genre de regard que les enfants donnent quand ils sentent que des affaires d'adultes se déroulent autour d'eux. Antoine lui dit qu'Emma et sa maman avaient besoin d'un endroit où rester un petit moment, qu'elles étaient des amies qui avaient besoin d'aide. Thomas hocha la tête sérieusement, acceptant cette information comme les enfants acceptent les choses que les adultes trouveraient compliquées. Il demanda si Emma pouvait prendre le petit déjeuner avec eux. Quand Isabelle descendit quelques minutes plus tard, son visage encore gonflé de sommeil et de larmes, elle trouva les deux enfants assis à table, se disputant passionnément pour savoir si les pépites de chocolat ou les myrtilles faisaient de meilleures crêpes. Thomas insistait sur le chocolat. Emma était fermement dans le camp des myrtilles. Isabelle regarda Antoine avec quelque chose proche de l'émerveillement. Il lui tendit juste une tasse de café et retourna au fourneau. Le premier signe de problème vint cet après-midi-là. Antoine avait pris son camion pour aller chercher des fournitures au magasin de bricolage, laissant Isabelle et les enfants à la maison avec des instructions strictes de garder les portes verrouillées. Quand il revint, la vieille Madame Petit d'à côté se tenait sur son porche, faisant la conversation avec Isabelle à travers la porte moustiquaire. Madame Petit avait 73 ans et savait tout ce qui se passait à Saint-Germain dans les heures qui suivaient. Elle dirigeait un réseau de renseignements informels plus sophistiqué que tout ce que le gouvernement pourrait concevoir. Elle posa à Isabelle des questions pointues sur l'endroit où elle séjournait et combien de temps elle prévoyait d'être dans le quartier, et si elle savait qu'Antoine était seul depuis que la pauvre Marie était décédée. Isabelle répondit poliment mais vaguement, ne donnant rien. Après que Madame Petit soit partie en promettant d'apporter une casserole demain, Isabelle dit à Antoine que quelqu'un avait posé des questions à la station-service ce matin. Un homme en costume gris conduisant une voiture de location avec des plaques de Paris. Il avait montré une photo au caissier et demandé si quelqu'un avait vu la femme dessus. Le caissier, un adolescent nommé Kevin qu'Antoine connaissait depuis qu'il était en couche, avait dit non. Mais il avait immédiatement envoyé un texto à Antoine, après parce que les gens des petites villes veillaient les uns sur les autres, parce que Kevin savait qu'Antoine avait des visiteurs. Toute la ville le saurait d'ici la nuit. Il n'y avait pas de secret à Saint-Germain, seulement différents degrés de connaissance publique. Le téléphone d'Isabelle sonna pendant que les enfants regardaient un film dans le salon, leurs corps pressés ensemble sur le canapé sous une couverture partagée. Elle regarda l'écran et son visage devint pâle. Elle se dirigea vers la cuisine avant de répondre, mais Antoine pouvait entendre sa voix à travers les murs fins. Elle parlait à quelqu'un nommé Gérald, son avocat. La conversation fut brève et tendue. Quand elle raccrocha, elle resta au lavabo de cuisine pendant un long moment, agrippant le comptoir si fort que ses jointures devinrent blanches. Elle dit à Antoine que Julien avait déposé une requête d'urgence pour la garde. Il prétendait qu'Isabelle avait kidnappé Emma en quittant la ville sans sa permission. L'audience était programmée pour lundi. C'était dans 4 jours. Isabelle dit que Gérald était bon, un des meilleurs avocats de droit familial de l'État, un homme qui avait passé 30 ans à se battre dans des batailles de garde. Mais Julien avait des ressources qui semblaient illimitées. Il avait embauché des enquêteurs qui suivaient Isabelle depuis des mois. Ils avaient des photos d'elle quittant le travail tard. Ils avaient des dossiers de voyage d'affaires. Ils avaient des déclarations de gens qu'Isabelle pensait être des amis, des collègues qui avaient été payés pour dire qu'elle était distraite et irritable et possiblement instable. Tout ce qu'elle avait fait dans les 2 dernières années était assemblé en portrait d'une mère absente, une femme trop concentrée sur sa carrière pour élever correctement un enfant.
Antoine écouta sans interrompre. Quand Isabelle termina, la cuisine lourde de silence, il lui posa une question simple. Il demanda si elle était une bonne mère. Isabelle sembla surprise par la directité. Elle commença à énumérer ses échecs, le récital manqué et les autorisations oubliées, les appels d'affaires pendant l'heure du coucher, les nuits où elle rentrait trop épuisée pour faire plus qu'embrasser Emma bonne nuit et s'effondrer dans son lit. La culpabilité sortit d'elle comme l'eau d'un barrage cassé. Antoine l'arrêta. Il redemanda « Êtes-vous une bonne mère ?» Isabelle fut silencieuse longtemps, ses yeux fixés sur quelque chose dehors, la fenêtre que seule elle pouvait voir. Puis elle dit « oui ». Elle dit qu'elle aimait Emma plus qu'elle n'avait jamais aimé quoi que ce soit dans sa vie. Elle dit que chaque décision qu'elle prenait, chaque nuit tardive au bureau, chaque négociation difficile, était pour construire quelque chose qu'Emma pourrait hériter, pas juste de l'argent, mais un héritage. Une entreprise qui traitait ses travailleurs équitablement, une affaire qui leur survivrait à toutes les deux. Antoine hocha lentement la tête. Il lui dit que c'était la seule réponse qui comptait. Ce soir-là, après que les enfants furent endormis dans leur lit de fortune sur le sol du salon, une voiture se gara devant la maison d'Antoine et resta au bord du trottoir. Elle y resta 30 minutes sans que personne en sorte. Les vitres étaient teintées si sombres que rien à l'intérieur n'était visible. Le moteur tournait, un grondement sourd qui vibrait à travers la rue silencieuse. Antoine regarda par la fenêtre du salon, sa main reposant sur la batte de baseball qu'il gardait à côté de la porte d'entrée. La même batte que Thomas utilisait aux entraînements de petite ligue. Isabelle était assise sur le canapé avec ses bras enroulés autour d'elle, se rendant aussi petite que possible. Ni l'un ni l'autre ne parlait. L'horloge sur le mur égrena les minutes avec une lenteur agonisante. Finalement, la voiture repartit, ses feux arrière disparaissant au coin, mais ils savaient tous les deux qu'elle reviendrait. Julien n'essayait plus de se cacher. Il s'assurait qu'ils sachent qu'il regardait. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avant l'aube et prit une décision. Il appela son ami Pierre, qui travaillait comme adjoint du shérif et devait à Antoine 3 faveurs de partie de poker. Il appela sa cousine Sylvie, qui était parajuriste au tribunal du comté et connaissait chaque juge par son prénom. Il appela 3 de ses voisins, ceux en qui il avait confiance, ceux qui avaient apporté des casseroles quand Marie était morte et n'avaient jamais rien attendu en retour, et leur demanda de surveiller sa maison. Puis il conduisit au magasin d'électronique de la ville voisine et acheta 4 caméras de sécurité, dépensant de l'argent qu'il économisait pour un nouveau chauffe-eau. Il passa l'après-midi à les installer autour de sa propriété. Une face à la rue, une couvrant l'arrière-cour, 2 pointées vers les portes. Ses mains étaient stables avec le travail, les mouvements familiers de passer des fils et monter des supports, calmant l'anxiété qui s'accumulait dans sa poitrine. Isabelle le regarda travailler sans commenter, assise sur les marches du porche avec une tasse de café qui refroidissait dans ses mains. Quand il termina, transpirant malgré l'air frais, il lui montra comment accéder aux images sur son ordinateur portable. Elle lui demanda pourquoi il faisait tout cela, pourquoi il mettait en danger lui et son fils pour des gens qu'il connaissait à peine. Antoine considéra soigneusement la question avant de répondre. Il lui dit qu'il n'aimait pas les brutes. Il lui dit qu'il avait passé toute sa vie dans cette ville, s'occupant de ses affaires, restant en dehors des problèmes des autres, construisant ses murs plus hauts chaque année depuis que Marie était morte. Mais il y avait des choses qu'une personne ne pouvait pas ignorer. 2 enfants dormant sur le sol de son salon, leur confiance absolue et non méritée. Une mère qui avait peur que son propre téléphone sonne. Ces choses exigeaient l'action. Ces choses exigeant qu'il devienne quelqu'un de plus brave que l'homme qu'il avait été. Le samedi soir, Antoine lavait la vaisselle quand son téléphone sonna. Le numéro était inconnu, mais l'indicatif régional était de Paris. Il sécha ses mains sur un torchon et répondit. La voix à l'autre bout était lisse et confiante, une voix habituée à obtenir ce qu'elle voulait, à parler dans des salles de conseil où tout le monde approuvait tout ce qu'elle disait.
Julien se présenta comme s'il se rencontrait à une fonction d'affaires, tout charme et fausse chaleur. Il dit qu'il comprenait qu'Antoine aidait Isabelle. Il dit qu'il appréciait la gentillesse, mais voulait clarifier quelques malentendus. Son ton était raisonnable, presque amical. Il parla de la complexité du divorce, de la difficulté de coparenter, de l'importance pour les enfants d'avoir des relations avec les deux parents. Il parla des droits des pères et des obligations légales et du meilleur intérêt de l'enfant en utilisant des phrases qui sonnaient répétées, polies par des consultants coûteux. Puis sa voix changea légèrement, descendant d'un registre vers quelque chose de plus froid. Il mentionna qu'il s'était renseigné sur l'affaire d'Antoine. Il nota que la licence d'électricien d'Antoine était à renouveler le mois prochain. Il observa que l'affaire de contracting dans les petites villes dépendait fortement de la réputation, du bouche à oreille, des gens qui vous faisaient assez confiance pour entrer dans leur maison. Il ne fit jamais de menaces directes. Il n'en avait pas besoin. L'implication planait dans l'air comme de la fumée. Antoine attendit que Julien finisse de parler. Puis il posa une seule question, sa voix calme et ferme d'une façon qui le surprit lui-même. Il demanda si Julien savait qu'il y avait 4 enfants dans cette maison en ce moment. 2 d'entre eux jouaient aux jeux vidéo dans la pièce d'à côté, leurs rires audibles à travers la porte. 2 d'entre eux étaient la raison pour laquelle cette conversation avait lieu. Il dit à Julien que ses enfants pouvaient tout entendre à travers ces murs. Il dit à Julien que quoi qu'il dise ensuite, quelles que soient les menaces qu'il fasse ou implique, ses enfants s'en souviendraient. Il l'emporterait avec eux à l'âge adulte. Se souvenir de comment leur père se comportait quand les choses devenaient difficiles. Il dit à Julien qu'il n'était lui-même qu'un électricien de Saint-Germain, personne d'important, personne avec des avocats ou des enquêteurs ou de l'argent à brûler en vengeance. Mais il savait quelque chose sur les pères. Il savait qu'un vrai père n'utilisait pas ses enfants comme armes dans des guerres de sa propre création. La ligne fut silencieuse pendant un long moment, puis Julien raccrocha sans un autre mot. Isabelle avait été debout dans l'embrasure de la porte à écouter. Son visage était illisible, un mélange de peur et d'espoir et quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait avoir été de l'admiration. Antoine remit son téléphone dans sa poche et retourna à la vaisselle. Ni l'un ni l'autre ne mentionna l'appel à nouveau cette nuit-là. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une ligne invisible avait été traversée. Ils n'étaient plus étrangers et invités. Ils étaient quelque chose de plus proche d'alliés. Le dimanche passa tranquillement. Une pause dans la tempête que tout le monde savait temporaire. La pluie avait finalement cessé et un faible soleil filtrait à travers les nuages, peignant tout en or doux. Les enfants jouèrent dans l'arrière-cour, se poursuivant autour du vieux chêne qu'Antoine avait grimpé enfant, que son père avait grimpé avant lui. Leur rire résonnait à travers la cour comme de la musique. Isabelle s'assit sur le porche et les regarda, son téléphone silencieux pour une fois, son corps se détendant lentement de la tension qu'elle avait portée pendant des semaines. Antoine travaillait à réparer une section de clôture que l'orage avait endommagée, ses mouvements méthodiques et sûrs. Le lundi matin arriva gris et froid, le bref répit du dimanche déjà oublié. Isabelle était debout depuis 5 heures, repassant des documents avec son avocate au téléphone, sa voix basse et urgente dans la cuisine. Antoine prépara le petit déjeuner pour tout le monde. Maintenant, la normalité pour le bien des enfants qui sentaient la tension mais n'en comprenaient pas la source. À 9 heures, une berline noire se gara devant la maison. 2 hommes en costume en sortirent, leurs visages professionnellement vides. Derrière eux, une Mercedes argentée se gara au bord du trottoir avec une précision chirurgicale. Julien Whitmore émergea du siège conducteur. Il était plus grand qu'Antoine ne l'avait imaginé, avec le genre de présence physique qui venait de salles de sport coûteuses et de costumes sur mesure, et la confiance absolue d'un homme qui n'avait jamais été dit non. Ses cheveux étaient argentés aux tempes, distingués d'une façon qui impressionnait probablement les juges et les jurés. Son visage était soigneusement neutre,
ne trahissant rien. Il marcha dans l'allée avant comme s'il possédait la propriété, comme si cette confrontation avait été programmée sur son calendrier pendant des semaines et que tout se déroulait selon le plan. Les deux hommes en costume restèrent près de la voiture, regardant, leurs yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Isabelle sortit sur le porche avant que Julien n'atteigne les marches. Sa posture avait changé. La peur qui avait voûté ses épaules pendant des jours, qui l'avait fait tressaillir à chaque appel téléphonique et sursauter à chaque ombre, était partie. Elle se tenait droite, le menton levé, ses yeux rencontrant ceux de son ex-mari sans broncher. Quelque chose en elle s'était durci pendant la nuit, forgé dans le feu de cet appel téléphonique qu'elle avait entendu. Elle dit à Julien qu'il n'était pas le bienvenu ici. Elle lui dit que tout ce qu'il voulait dire pouvait être dit au tribunal devant un juge avec des avocats présents pour s'assurer que les mots soient choisis soigneusement. Julien sourit. Ce n'était pas un sourire plaisant. C'était le sourire d'un homme qui avait toujours obtenu ce qu'il voulait et ne voyait aucune raison pourquoi cette situation devrait être différente. Il dit qu'il voulait juste voir sa fille. Il dit qu'il avait des droits garantis par la loi, des droits qu'aucun électricien de petite ville ne pouvait obstruer sans conséquence. Emma apparut dans l'embrasure de la porte derrière sa mère. Elle tenait la main de Thomas, leurs doigts entrelacés. Les deux enfants semblaient confus et effrayés par l'homme étrange sur la pelouse, par la tension crépitant dans l'air. Julien appela Emma d'une voix qui était probablement censée sonner chaleureuse, mais sortit possessive, affamée. Il lui dit que papa était là. Il lui dit de venir lui faire un câlin. Emma se pressa plus près de Thomas et ne bougea pas. Son petit corps trembla. Quelque chose changea dans l'expression de Julien. Le masque glissa juste un moment, révélant la colère en dessous, la fureur d'un homme dont les possessions ne obéissaient pas. Il fit un pas vers le porche. Antoine bougea alors. Il avait été debout près de la clôture, prétendant vérifier les caméras, mais il traversa la cour en secondes et se positionna entre Julien et les marches. Sa voix était calme quand il parla, plus calme qu'il ne se sentait. Il dit à Julien que c'était une propriété privée. Il dit à Julien que la police avait été appelée et était en route, que l'adjoint Pierre arriverait dans environ 7 minutes. Il dit à Julien que tout ce qui se passait en ce moment était enregistré par les caméras de sécurité que Julien pouvait voir à chaque coin de la maison. Il pointa vers les voisins qui s'étaient rassemblés sur leur porche regardant. Madame Petit avec ses bras croisés, la famille Rodriguez d'en face. Monsieur Rodriguez tenant son téléphone pour enregistrer. Julien regarda autour de lui l'audience qui s'était assemblée, à la solidarité de petites villes qu'il n'avait pas anticipée et ne pouvait pas acheter. Sa mâchoire se serra, ses mains se serrèrent à ses côtés. Un des hommes près de la voiture dit quelque chose sur partir et revenir avec une autorité légale appropriée. Julien rajusta sa cravate, un geste qui était probablement censé paraître contrôlé, mais ressemblait à la défaite. Il regarda Isabelle avec une expression de pur venin. Le masque complètement tombé maintenant. Il lui dit que ce n'était pas fini. Il lui dit qu'elle regretterait de rendre cela difficile. Puis il se tourna et retourna à sa voiture, ses pas raides de rage à peine contenus. La berline noire suivit la Mercedes dans la rue et autour du coin vers l'obscurité qui les avait engendrés. L'audience de garde eut lieu cet après-midi-là au tribunal du comté. Les images de sécurité des caméras d'Antoine furent soumises comme preuve. La vidéo de la confrontation de Julien fut montrée au juge. 3 des voisins d'Antoine fournirent des déclarations écrites décrivant ce qu'ils avaient vu. Le juge, une femme de 60 ans, nommée Éloise Bernard, refusa la requête d'urgence de Julien et ordonna une enquête complète sur son comportement. Jusqu'à nouvel ordre, la garde principale resterait avec Isabelle. Les semaines qui suivirent furent compliquées, comme toutes les périodes de transition le sont. Isabelle prit un congé de son poste de PDG pour se concentrer sur Emma, pour reconstruire la relation que le stress des 2 dernières années avait tendue.
Elle nomma son VP des opérations comme leader intérimaire et promit de revenir quand les choses se stabiliseraient, quand elle pourrait donner à l'entreprise l'attention qu'elle méritait. Emma commença à fréquenter l'école primaire locale avec Thomas. Les deux enfants étaient devenus inséparables, liés par le trauma qu'ils avaient non pas partagé et la résilience qu'ils avaient découverte l'un dans l'autre. Ils s'asseyaient ensemble dans le bus chaque matin. Ils déjeunaient à la même table. Ils faisaient leurs devoirs côte à côte au comptoir de cuisine d'Antoine, pendant qu'Isabelle et Antoine s'asseyaient sur le porche parlant de tout et de rien. Isabelle et Emma ne retournèrent pas à la maison sur la colline. Les 7 chambres et le garage pour 3 voitures semblaient faux maintenant, pleins de souvenirs qu'elle essayait d'échapper. Au lieu de cela, elle loua un petit appartement près du centre-ville, assez proche de la maison d'Antoine, pour que les enfants puissent marcher entre elles. Elle apprit à cuisiner des repas simples, brûlant le riz, et trop cuisant les pâtes, riant de ses propres échecs. Elle apprit les noms des enseignants de Thomas et les règles de n'importe quel jeu vidéo auquel les enfants étaient actuellement obsédés. Elle assistait aux événements scolaires et aux matchs de football, assise dans les gradins comme n'importe quel autre parent. Personne de spécial, juste la maman d'Emma. Antoine retourna à sa routine normale, prenant des emplois électriques autour de la ville, maintenant sa maison, élevant son fils. Mais quelque chose avait changé en lui aussi. Il se retrouvait à attendre avec impatience les après-midi quand Emma courait dans sa cuisine pleine d'histoires sur sa journée. Il se retrouvait à s'attarder au ramassage scolaire, faisant la conversation avec Isabelle sur rien de particulier. Il se retrouvait à penser à elle quand il devrait penser aux disjoncteurs et au calibre de fil. Un soir, après que les enfants furent couchés, Isabelle apparut sur son porche. Elle portait un jean et un pull, ses cheveux lâches autour de ses épaules, pas de maquillage, pas d'armure. Elle ressemblait à quelqu'un qu'il aurait pu connaître toute sa vie. Elle le remercia encore pour tout. Elle dit qu'elle ne savait pas comment le rembourser. Antoine haussa les épaules. Il lui dit qu'elle ne lui devait rien. Mais Isabelle secoua la tête. Elle dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Elle dit qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte entourée de gens qui voulaient quelque chose d'elle. De l'argent, de l'influence, l'accès à ses connexions et à son pouvoir. Elle avait appris à lire les agendas dans chaque conversation, à calculer le coût de chaque relation. Et puis, elle avait frappé à la porte d'un étranger au milieu d'une tempête et cet étranger l'avait ouverte sans rien demander en retour. Elle dit que cela avait changé quelque chose en elle. Elle dit qu'elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle voulait le découvrir. Antoine la regarda longuement. La lumière du porche attrapa l'or dans ses cheveux. Quelque part dans la rue, un chien aboyait. Il lui dit qu'il n'était pas bon pour parler des sentiments, que les mots n'avaient jamais été sa force. Il lui dit qu'il avait été seul pendant 7 ans et avait oublié comment être autre chose. Mais il dit que si elle voulait dîner ensemble un soir, juste tous les deux, il connaissait un endroit en ville qui faisait des lasagnes décentes. Isabelle sourit. Ce n'était pas le sourire pratiqué d'une PDG dans une salle de conseil. C'était quelque chose de privé et de fragile et de réel. Elle dit qu'elle aimerait beaucoup ça. 3 mois plus tard, le printemps était arrivé à Saint-Germain-en-Laye. Les arbres bourgeonnaient le long de la rue principale. L'air sentait la pluie et l'herbe nouvelle et la possibilité. Isabelle était retournée chez Laurent Industries avec un horaire réduit, 3 jours par semaine, laissant les opérations quotidiennes à son équipe capable. Julien avait accepté un arrangement de garde révisé qui lui donnait des visites supervisées 2 fois par mois. Il ne l'avait pas contesté. Emma prospérait. Elle s'était en fait de vrais amis à l'école, des amis réels qui ne se souciaient pas de son nom de famille ou de l'entreprise de sa mère. Elle ne tressaillait plus quand le téléphone sonnait. Elle avait cessé de demander quand elle retournerait à la grande maison sur la colline. C'était chez elle, maintenant. Un samedi après-midi d'avril, Antoine enseignait à Thomas comment changer l'huile du camion quand Isabelle et Emma remontèrent l'allée. Emma portait un panier de muffins qu'elle avait aidé sa mère à cuire, fière de sa création malgré le glaçage de travers.
Isabelle portait quelque chose d'autre, une enveloppe épaisse qu'elle tendit à Antoine sans explication. À l'intérieur était l'acte de son ancienne maison. Elle l'avait mise sur le marché. Elle faisait don du produit à l'hôpital pour enfants, où Thomas était né et où la femme d'Antoine, Marie, était morte. Elle dit qu'elle voulait que quelque chose de bon sorte de cet endroit, voulait que l'argent aide d'autres familles faisant face aux pires jours de leur vie. Elle dit qu'elle en avait fini avec les maisons trop grandes pour les gens qui y vivaient. Antoine regarda l'acte. Il regarda Isabelle. Il regarda les deux enfants qui couraient déjà vers l'arrière-cour, se disputant sur qui pouvait grimper le chêne le plus vite. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait en 7 ans. Il tendit la main et prit celle d'Isabelle. Ils se tinrent là dans l'allée, deux personnes qui avaient survécu à leur propre tempête, regardant leurs enfants jouer dans la lumière de l'après-midi. Rien n'était certain, l'avenir s'étendait devant eux, plein de complications et de possibilités qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. Mais pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux n'y faisait face seul. La maison derrière eux avait besoin de peinture. Le camion avait besoin de nouveaux freins. Il y avait de la vaisselle dans l'évier et du linge qui ne se plierait pas tout seul et 1000 problèmes ordinaires attendant d'être résolus. Mais Antoine avait appris quelque chose d'important dans les derniers mois. Il avait appris que les tempêtes qui détruisent les choses peuvent aussi les créer. Qu'une porte ouverte une nuit terrible peut mener à des matins qui valent la peine de se réveiller. Qu'une maison n'était pas un bâtiment ou une adresse. C'étaient les gens que vous laissiez entrer, ceux que vous choisissiez de croire avec votre peur et votre espoir, et les parties douces de vous-même que vous aviez gardées cachées trop longtemps. Isabelle se pencha contre son épaule. Sa main était chaude dans la sienne. Près du chêne, le rire d'Emma résonnait à travers la cour, se mêlant à celui de Thomas, s'élevant dans l'air clair du printemps comme une promesse, comme un commencement, comme quelque chose finalement, enfin, rentrant chez soi. 6 mois plus tard, ils se marièrent dans le jardin derrière la maison d'Antoine, entourés de leurs proches et des habitants de la ville qui étaient devenus famille. Emma et Thomas étaient leurs témoins, fiers dans leurs vêtements neufs, rayonnant de joie de voir leurs parents heureux. Dans son discours, Antoine dit que parfois, les plus belles choses de la vie commencent par les nuits les plus sombres. Une tempête, une porte, une main tendue, parfois c'est tout ce qu'il faut pour changer 4 vies à jamais. L'histoire d'Antoine et Isabelle nous enseigne que parfois, les tempêtes qui semblent tout détruire nous apportent en réalité les plus beaux cadeaux de la vie. Ce père célibataire électricien qui ouvrit sa porte par une nuit d'orage à une PDG en fuite découvrit que la vraie force ne vient pas du pouvoir ou de l'argent, mais du courage de protéger ceux qui en ont besoin. Isabelle, femme puissante habituée à tout contrôler, apprit que parfois, il faut accepter l'aide d'un étranger pour retrouver sa vraie famille. Leur histoire nous rappelle que l'amour authentique naît souvent dans les moments de vulnérabilité partagée, et que les héros les plus grands sont ceux qui tendent la main sans rien attendre en retour. Une simple porte ouverte, un cœur généreux et le courage de dire non face à l'intimidation peuvent changer le destin de 4 vies. Parfois, il ne faut qu'une tempête pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls au monde. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que la vraie force réside dans la compassion. Et dites-nous dans les commentaires, auriez-vous eu le courage d'ouvrir votre porte? Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui célèbrent les héros du quotidien